qu'on a voulu démontrer, c'était d'insister sur les points de concordance et de dissonance dans la pratique des deux artistes. Donc, ça supposait qu'il fallait faire une recherche assez exhaustive pour essayer justement d'identifier des tableaux qui étaient plus parlants que d'autres pour illustrer cette relation-là. Alors, c'était le défi de l'expo et je pense si je me fie aux réactions des gens, on y est parvenu quand même assez bien. Comme je partais dans l'inconnu, ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, je me suis rendu compte que, effectivement, il y a eu ces petits clins d'œil, ces points de convergence-là. C'est sûr que les deux artistes sont demeurés Mitchell et Riopelle et qu'ils ont des façons de travailler distinctes. On connaît bien le travail de Jean-Paul Riopelle avec cette matière très, très dense, les coups de couteau, les coups de spatule, les reliefs et tout. Mitchell, c'est une découverte parce que, elle a aussi éventuellement utilisé des empattements, mais pas du tout de la même manière que Riopelle. Puis elle travaille plus en transparence aussi. C'est plus aérien comme travail et tout. Donc, quand même, à travers ça, essayer de trouver des moments de clin d'œil ou des points de rencontre dans le travail des deux. Je pense que c'était plus facile de faire, c'est dans les premières années, bien sûr, de leur relation, à partir de 55. Les deux se découvrent, en tant que personne, donc des caractères très forts et tout, mais aussi dans leur travail, de trouver l'intérêt, des points de rencontre dans leur travail. Par exemple, en 1955, Jean-Paul Riopelle va faire des tableaux absolument extraordinaires. Il y en a un très, très grand dans la salle tout près de moi, le Saint-Antoine, où c'est un immense tableau blanc avec des calligraphies de couleurs, des rows de couleurs qui le dynamisent, ce plan blanc-là. Et John Mitchell, à cette époque-là, travaille aussi sur cette idée de l'espace blanc avec une forme qui est centrée, montrer comment le blanc, non seulement le blanc du support, mais le blanc de la peinture, elle va le retravailler pour le faire passer de l'avant à l'arrière. Donc, il y a tout un jeu pour annihiler, justement, les effets de profondeur possibles. Donc, elle était sûrement intéressée par ce qu'elle découvre de Jean-Paul Riopelle à ce moment-là. Il y en a d'autres, des grands tableaux, par exemple, de 1958 qui sont dans la salle. Le piano mécanique de John Mitchell, que j'ai mis en comparaison avec le Landing de Jean-Paul Riopelle. 2 tableaux de 58, 2 tableaux horizontaux, pratiquement de même format. Donc, les deux artistes laissent libre cours à leur gestuelle. Et là, de la forme concentrique que Mitchell faisait dans les années 55-56, elle va tout à coup faire éclater son geste. La couleur prend l'entièreté de l'espace du tableau, bien sûr, toujours avec des blancs importants. C'est vraiment des traits de couleurs. Les couleurs sont très vives. C'est à peu près les mêmes couleurs que Jean-Paul utilise. Il faut savoir que les deux, à ce moment-là, quand ils sont à Paris, ils utilisent s'approvisionnent chez le même fournisseur. Donc, c'est les mêmes couleurs, à peu près la même gamme de couleurs qu'ils utilisent. Et Riopelle à côté, donc toujours avec ses tableaux très, très denses. Et tout à coup, dans ces tableaux très denses, où il y a cette dynamique des gestuels aussi, va apparaître des rows de blanc qui vont venir se faufiler à travers les couleurs sombres, qui vont justement donner une nouvelle dynamique à son travail. Et ça, c'est un peu le rapport avec le travail de Mitchell. Alors, il y a quelques exemples comme ça que j'ai trouvé extraordinaire de pouvoir mettre de l'avant pour arriver à prouver mon hypothèse qu'il y avait sans doute des points de rencontre entre les deux, dans ces années-là en particulier. Et on va arriver, bien sûr, avec les 2 grands triptyques qui sont dans l'exposition, le triptyque des 64 qui se font face, le Girolatan de Mitchell et le large triptyque de Riopelle. C'est sans doute le point fort, un des points forts de l'exposition au niveau, justement, de la démonstration d'une convergence entre les deux, où on a donc 3 panneaux dans les 2 cas avec des masses bien plus marquées, plus identifiables sur les panneaux latéraux et un espace central qui, lui, est plus éclaté, mais qui crée une nouvelle dynamique entre ces 2 panneaux-là. Et je pense que ça, les gens, en voyant l'exposition, vont bien le remarquer. Moi, ce que je suggère aux gens, je pense que l'art abstrait, c'est sûr que ça peut être un peu repoussant, parce qu'on dit, on comprend pas, on ne sait pas de quoi ils parlent, on s'y retrouve pas, on essaie de trouver des références, mais ils sont pas là. Je dis aux gens, écoutez, d'abord, vous faites l'effort d'entrer dans la salle, et avant d'entrer dans la salle, vous laissez tous vos acquis ou vos références, vous êtes entièrement disponible, c'est-à-dire que vous êtes là pour accueillir les œuvres qui vous êtes présentées. Et je pense que dans ce cas-ci, c'est peut-être une des expositions la plus extraordinaire pour ça.
Ce sont des gens qui ont travaillé avec leur cœur, avec les sentiments que la nature leur a inspirés. Je pense que, et c'est le témoignage que j'ai eu de plusieurs des gens qui sont venus, bon, on dit on connaît pas, mais finalement, ils vont revenir une fois, deux fois, trois fois, et c'est comme ça aussi qu'on apprivoise l'art abstrait. C'est que ces artistes-là, je pense que leur préoccupation était d'abord d'établir des dialogues avec le visiteur. Alors, c'est au visiteur d'accepter d'entretenir ce dialogue-là et d'être tout à fait réceptif à ça. Plusieurs des gens m'ont dit qu'on a vécu des moments d'émotion qu'on n'a jamais vécu auparavant en visitant des expositions comme celle-là. Mais tant mieux. Je pense qu'il y a un double succès. On fait découvrir, on redécouvre IAPL, on découvre John Mitchell et on s'aperçoit aussi que finalement, que l'art abstrait devient accessible à travers leur travail. Et ça, c'est formidable.